Cet épisode des Midis Horrifiques est une présentation de la brasserie Anorak Brew Pub. Située à Morin Heights, la brasserie Anorak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Bon midi les démons et bienvenue à cet deuxième épisode du Chevalier du démon du midi. On conclut une deuxième semaine pour les midis horrifiques. Premièrement, on veut vous remercier parce qu'on a des super bons commentaires sur toutes les shows. C'est vraiment, vraiment le fun d'avoir commencé ce projet-là et de voir que la réception est vraiment incroyable. Mais avant de continuer, avant de commencer ce show-là, je veux dire aux gens, on a un Patreon, c'est important, c'est le fun, ça nous aide. C'est 2, 4 ou 6 $. Vous voyez plusieurs shows en avance. Malheureusement, pas celui-là, parce que moi, je suis pas mal l'actualité, là, mais les shows comme Fan de marde, les Pirates de la route, l'année de l'horreur, etc. Des choses que vous allez voir la semaine prochaine et des fois dans 2 semaines sont déjà disponibles sur Patreon. Et en plus, ben, des fois, on met des exclusivités super le fun que personne d'autre va voir, juste vous. Donc, abonnez-vous à notre Patreon. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ça prend un petit 2 secondes, un petit clic, là, subscribe, ça marche. Aimez-nous sur Facebook, sur Instagram. Et aussi, si vous allez travailler à Montréal ou vous êtes dans le trafic parce que vous restez sur la Rive-Sud, puis il y a le maudit pont qui est fermé, ben, écoutez-nous sur Spotify, Apple Podcasts ou Balado Québec aussi. Balado Québec, plein de balados sur plein de sujets différents québécois, une place incroyable à aller. Donc, ne manquez pas ça, ne manquez pas ça. On vous aime, on trouve ça vraiment le fun, on trouve ça vraiment le fun, on vous aime. Puis, je veux commencer tout de suite avec mon tour de table pour la simple et bonne raison qu'il y a quelque chose que je veux parler qui est vraiment incroyable. Bienvenue au tour de table horrifique. Le recueil maudit, la semaine dernière, Dave était avec nous, avec moi. On a parlé de ça. Le livre est présentement disponible. Regardez-moi ça, la brique. J'ai reçu ma copie. C'est juste complètement fou. C'est pas cher, le 30 quelques dollars pour autant de pages. Je peux vous dire le nombre de pages, sont pas ah oui, presque 400 pages, là, plus que 400 pages, presque 500 pages, en fait. Et si vous allez à la page numéro 12, vous avez un beau remerciement à Steve, Martin, Guillaume, Danny et Zomblard de Sur la route de l'horreur. Merci beaucoup, Dave. Des records incroyables. En 9 jours, le livre a déjà ramassé 19 790 $. Ça, c'est en 9 jours. C'est presque l'équivalent du mois au complet l'année passée pour le premier recueil. Et c'est présentement top 20 des livres vendus sur Amazon. Pas Amazon.ca, là, pas Amazon Québec. Amazon. C'est le seul livre francophone dans le top 20. Procurez-vous ça. C'est une initiative complètement, complètement disjonctée. Mais wow, je vais commencer à lire ça. Puis c'est ça qui est le fun. Tu sais, moi, je ne suis pas un lecteur assidu. Je m'assis très rarement pour lire un livre sur mon balcon ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est que c'est plein de petits recueils. Fait que c'est pas, t'as pas une brique de 500 pages à lire d'une shot. Tu peux lire à coup de 10, 12 pages. C'est super le fun. Donc, procurez-vous ce livre-là. Vous avez jusqu'au 30 novembre. Après, il n'y en aura plus. Ça ne sera pas disponible. On va continuer dans le côté lecture de la chose. Quand on était au Sacrifilm, Martin et moi, on a fait le tour des friperies, des trucs comme ça, et je suis tombé sur 3 petits bijoux. Le premier, c'est un livre de frissons, Bonhomme de neige. Oui, 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 oui. 2,95 $. Je ne peux pas passer à côté. Il faudrait que je rentre dans ma collection. Maudite lumière pour ceux qui regardent la vidéo, hein, les reflets. J'ai aussi acheté un deuxième Bonhomme de neige. Pour ceux qui regardent la vidéo, là, la différence, il y en a un que le bonhomme de neige est écrit en vert et l'autre est écrit en blanc.
Donc, ça doit être une collection spéciale. Je vais mettre ça dans mes livres frissons qui sont en arrière de moi quelque part, qu'éventuellement je vais pouvoir étaler et mettre au grand jour quand je vais avoir fini les rénaux dans ma chambre. Et enfin, un troisième petit livre, l'histoire de Frankenstein, un peur bleu. C'était 50 sous. Donc, ça fait partie des chairs de poule et tout, mais tu sais, Frankenstein, je ne peux pas passer à côté de ça. Et j'ai acheté un film. Oui, oui, j'ai reçu un film parce qu'à cette heure, c'est assez rare qu'on se déplace pour aller voir un film. En fait, on se déplace très rarement, même pour aller au cinéma, malheureusement, à cause de toutes les plateformes. Mais c'est important, le cinéma, allez-y. Mais celui-là, je ne l'ai pas vu au cinéma. En fait, je ne l'ai pas vu du tout. C'est The Black Phone. Beaucoup de personnes me disent des bien bonnes choses à propos de ce film-là. Je vais le regarder éventuellement. Je le mets sur la pile de livres. Pas de livres, de films. Livres. Je parle de livres, je parle de films, je me mélange. Qu'est-ce qui se passe, Steve? De films à pas regarder, malgré que j'ai beaucoup de livres que je n'ai pas lus aussi. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, je reçois, là, je m'excuse, Vanessa, si je vais me tromper avec ton famille, Vanessa, Tatiana Berly et Frédéric Raymond qui vont venir nous parler de leur court-métrage. Donc, c'est une entrevue que j'ai réalisée un peu plus tôt cette semaine. Je vais vous faire écouter ça. Mais avant, on est aujourd'hui vendredi le 11 novembre. Alors, Daniel, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'horreur le 11 novembre? Salut triple d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Donc aujourd'hui, en ce beau 11 novembre, on a un total de 14 films qui sont sortis, dont voici les highlights parmi ceux-ci. D'abord, en 1943, on a The Return of the Vampire, qui est une suite non officielle à Dracula de 1931 et qui met aussi en vedette Bela Lugosi. Ensuite, on fait un méchant saut dans le temps, puis on se retrouve en 1995 pour le film Evil Ed, qui est une très bonne comédie qui nous vient de la Suède. Ensuite, c'est pas vraiment un highlight, mais je devais le mentionner parce que c'est juste pourquoi ça existe ça. On a le film One-Eyed Monster, qui est un film où le pénis de Ron Jeremy devient possédé par des extraterrestres assoiffés de sexe et qui se détachent de son corps pour se promener tout seul. What the fuck? Et finalement, en 2016, on a le film The Love Witch, que j'ai toujours pas vu, donc j'ai pas grand chose à dire à propos de celui-là. Donc c'est pas mal ça. Back to you, Steve, puis à la prochaine, les tripeurs. Merci, Daniel. Alors, que s'est-il passé cette semaine dans le monde de l'horreur? Plusieurs petites choses, mais moi, il y a une chose la semaine dernière que je ne vous ai pas montré. J'ai été passer l'Halloween avec mon fils. Et après qu'on avait fait une coupe de maison pour des bonbons, j'ai regardé, bon, qu'est-ce qui se passe dans le coin qui est comme plus maison hantée. Dans mon bout, on n'a pas trouvé bien, bien, mais on a trouvé une maison que c'est un monsieur qui fait ça depuis très longtemps. Fait qu'on s'est dit, on va aller voir ça. Et ben, j'étais très fier parce que quand je suis rentré avec mon chandail sur la route de l'horreur, il fait Hey, le jeune, je vous reconnais, vous, le podcast. En fait, il m'a pas reconnu, moi. Il écoutait le podcast. Mais bon. Fait que c'était vraiment plaisant de se faire reconnaître, en tout cas que le logo soit reconnu. Et ensuite, on est rentré dans son garage. Et vous savez là, comment il y a des villages de Noël, mais pour la première fois de ma vie, je voyais un village d'Halloween. Non, mais regardez ça, c'est complètement fou. Des petites maisons d'Halloween. Je suis hyper jaloux. Mon gars était comme Waouh, c'est bien beau, papa, faut avoir ça à la maison. Et là, le monsieur a entendu Antoine dire ça. Il a comme fait Ouais, mais il y a des maisons là-dedans que c'est très dur à trouver, hein. Il y en a qui valent 500 $ américains. J'ai fait comme Ouf, pas de suite. Mais wow. Wow, un village d'Halloween comme ça, je suis jaloux. Je veux ça chez nous éventuellement. Euh, Éventuellement, je commencerai tranquillement. Je vais faire des recherches. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des villages comme ça? Parce que j'avais jamais vu ça avant, fait que je trouve ça juste comme génial. L'année prochaine, avec Sur la route de l'horreur, faut aller voir ça puis faire un petit reportage avec le monsieur parce que c'est juste incroyable. Euh, demain, l'Encan crié d'horreur fanatique, troisième édition de l'Encan crié d'horreur fanatique à Mandeville, au pub Le Duc. On y a été la première édition, on était là. Si vous avez vu l'épisode sur Frisson TV, c'était vraiment le fun. Bon, pour les poches, on dépense de l'argent, mais c'était vraiment le fun. On prend une bière, c'est relax. Steve et Christian font leur show. C'est aussi sur Internet, hein. Vous pouvez être sur Internet, mais y aller directement. Mandeville, c'est pas trop loin de Trois-Rivières. C'est environ à 1 heure là,
de Montréal à peu près pour aller là, mais ça vaut la peine. C'est le fun, puis il y a il y a plein de démons, hein, il y a plein de freaks d'horreur qui vont être là, donc je vous le conseille vraiment, vraiment. Autre chose, c'est pas demain, c'est samedi le 26 novembre, mais Éric Falardeau, le réalisateur québécois là, qui a fait Thanatomorphose et son band The Servant vont être à la brasserie Beaubien, oui, oui, pour faire un show. C'est The Servant avec Kicking Bambinos. Je ne connais pas Kicking Bambinos malheureusement, mais je connais Éric, je connais The Servant. Allez là, c'est samedi le 26 novembre à 7h PM à la brasserie Beaubien. Je vous recommande fortement d'aller voir ce petit show-là. Maintenant, maintenant, place à Frédéric et Vanessa, que comme je vous ai dit tantôt, j'ai rencontré plus tôt cette semaine, Vanessa est une réalisatrice, Frédéric est un auteur. Ils se sont mis ensemble pour créer un court-métrage. Donc, allons voir la petite entrevue que j'ai faite plus tôt cette semaine. Alors, je suis avec Vanessa et Frédéric. J'ai vu un post passer sur Facebook, hein, on prend toutes les nouvelles sur Facebook maintenant, à propos d'un court-métrage qui a été réalisé en fait par Vanessa. Et j'ai vu qu'il y avait une collaboration avec Frédéric, puis je trouvais ça intéressant de vous avoir les deux sur le show parce que c'est rare au Québec, on dirait qu'il y a des collaborations auteurs, écrivains et courts-métrages d'horreur. En tout cas, à moins que vous allez dire que je suis complètement dans les patates, mais j'en ai pas vu beaucoup. Fait que je trouvais ça le fun. Puis là, en plus, j'ai vu que le poster était fait par Christian Casnel, en plus, Ouais. qui est venu au Requiem au mois de septembre, puis qui fait un travail incroyable. Fait que je me suis dit, je vais avoir Vanessa et Frédéric sur le show. Comment ça va? Yeah, super. Ça va? Ça Hors roule d'onde? en ce moment. Ben oui. Hors d'onde, Vanessa et Frédéric me disaient que c'est la première fois qu'ils font une entrevue ensemble, fait que je devrais avoir plein d'exclusivités. Euh, Commençons par le début. Je ne sais pas si Frédéric ou Vanessa, là, comment est venu ce projet-là, en fait, de faire un court-métrage ensemble, d'un sens, là? Ben, j'ai lu le livre Horrificorama, Mhm. qui est vraiment un recueil. Voilà, Oh! c'est publié par les éditions Les Six Brumes. Et j'ai lu, c'est 15 nouvelles, hein, ou 13, 15? Je pense que c'est 15. 15 nouvelles. Et j'ai lu toutes les nouvelles, je trouvais ça tellement intéressant comme concept. Puis moi, j'étais dans un questionnement, à vrai dire, si je revenais à la réalisation ou pas. Si j'allais revenir à la réalisation, puis ça fait longtemps que j'avais réalisé un film, je me suis dit, il faut vraiment que j'ai un méga coup de cœur, il faut que j'ai envie de parler de ce sujet-là, il faut que j'ai quelque chose à dire, il faut que je puisse m'exprimer. Et quand j'ai lu la nouvelle de Frédéric, qui est en fait la dernière du recueil, écoute, ça a été... ouais, j'ai dit ça, c'est pour moi. Puis en même temps, je me suis dit, ben, je pense que je suis la bonne personne aussi pour cette nouvelle. Donc, je sentais vraiment des affinités avec son univers. Et puis là, on a été en contact. J'ai proposé à Frédéric d'adapter donc sa nouvelle. Et voilà, on a pris le temps de se parler. Puis le projet a évolué et s'est concrétisé depuis. Est-ce que ça serait possible d'avoir là, pour les téléspectateurs un petit résumé, là, c'est quoi, au juste, ça va être quoi ce court-métrage-là? C'est quoi la nouvelle un petit peu sans trop dévoiler de punch, je présume, parce qu'on veut que les gens regardent le film, là. La nouvelle s'intitule Les tubercules de l'horreur et c'est un pastiche de Lovecraft. Donc, j'ai pris comme la trame narrative là, qu'il y a dans des histoires de Lovecraft, mettons le cauchemar d'Innsmouth, là, quelqu'un d'extérieur, un journaliste ou un chercheur ou quelque chose comme un écrivain qui arrive dans un endroit où il découvre qu'il se passe des choses étranges et indicibles et puis qui ne s'en sortira pas indemne. Donc, j'ai pris ça, puis j'ai comme fait, ouais. Puis j'ai été inspiré aussi par Lovecraft, a déjà fait un voyage à Québec. C'est aussi ce qui a inspiré Christian Kennel avec la Cité oblique. OK. Christian Kennel et Ariane Gélina. Ça les a inspirés pour leur histoire, parce que Lovecraft est allé à Québec, il a écrit un livre sur l'histoire de Québec, description de la ville de Québec. Puis il y avait une petite partie dans ce livre-là qui parlait de Charlebourg. Puis moi, je suis un gars qui vient du coin de Charlebourg à Québec. Puis ça disait qu'il y avait le beau manoir de l'intendant Jean Talon. En fait, ça se révèle pas être tout à fait vrai historiquement, là. Mais en tout cas, de l'intendant qui était cruel, puis peut-être jusqu'à fait OK, c'est un bon prémisse pour une histoire. Donc, c'est l'histoire d'un journaliste qui, dans la vraie vie, a existé, qui a écrit un livre sur
Beau Manoir, justement. C'est pas un livre fantastique, là, c'est plus un roman historique. Puis j'ai pris ce personnage-là, je l'ai amené à Beau Manoir, où il a vécu l'expérience Lovecraftienne par excellence, avec les tubercules qui s'avèrent être un peu la source de la monstruosité, de l'horreur et de l'étrange et du mal dans l'histoire. Faire quelque chose d'un peu différent. Moi, j'ai toujours des plantes dans mes livres. C'est un jardin de chair, l'arbre maléfique, la tourbière des cauchemars. Donc là, les tubercules de l'horreur, c'était tout à fait naturel. On est vraiment dans l'horreur cosmique. Ben, c'est ça, c'est très Lovecraft, là. Dans le cas de l'histoire de Frédéric, c'est vraiment la connexion entre les astres puis toute cette végétation. Effectivement, on est vraiment plongé dans les jardins de tubercules et l'horreur se déroule dans ces jardins. Mais c'est ça. Cet événement-là va bousculer la vie de ce vieil homme, donc de ce journaliste écrivain qui va décider de nous raconter ce qu'il a vécu 40 ans plus tôt. Et voilà, donc avant de mourir, voilà, il cherche à exorciser un peu son passé pour pouvoir mourir en paix. C'est jamais facile d'adapter comme un roman ou une nouvelle en court-métrage ou long-métrage, whatever. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses, Vanessa, que tu as dû changer pour que ça soit adaptable ou c'est vraiment comme très, très, très quand même fidèle à ce que Frédéric a écrit? Ouais, moi, j'ai trouvé ça très facile puis très agréable. Je suis peut-être une bite bizarre dans le milieu parce que c'est vrai que généralement, les gens disent que c'est super difficile, mais c'est super difficile de partir d'une page blanche aussi, tu sais, puis d'inventer. Donc, moi, je trouve qu'on a tellement des auteurs extraordinaires déjà, tu sais, au Québec, là. Donc, moi, c'est quelque chose que je veux vraiment pousser le plus possible avec les années à venir, ce type de collaboration. Mais c'est sûr qu'une adaptation, c'est une adaptation. On en a parlé avec Frédéric. C'est sûr que c'est l'histoire de Frédéric, c'est son univers, mais j'avais le goût aussi d'apporter ma touche. Il faut rendre ça aussi cinématographique. C'est là où on voit vraiment les différences entre le milieu littéraire et cinématographique. C'est sûr que tu écris dans le livre 40 ans plus tôt, OK, fine, mais à l'image, comment est-ce que tu peux le faire de plusieurs façons, le 40 ans plus tôt? Donc, c'est là où je trouve que ben, tu fais appel à ta créativité, puis à la créativité de ton équipe. Et voilà. Mais moi, j'ai trouvé l'exercice super intéressant. J'ai vraiment adoré. Là. Pour moi, j'en ai fait beaucoup de projets à date, là, mais c'est mon projet, un de mes projets coup de cœur vraiment dans ma carrière. J'ai vraiment hâte en ce moment de vous présenter le film. Là. Je pense que... Justement, là, on est rendu à quelle étape? Est-ce que tu es toujours en post-production? Est-ce que la post-production a commencé ou on a un film fini? Est-ce que Frédéric l'a vu? C'est rendu où, là? Non, je ne l'ai pas vu encore. J'ai lu le scénario, puis le scénario est très fidèle. En termes de l'histoire, les dialogues, c'est quasiment copier-coller presque, là. Fait qu'il est super fidèle. Puis, tu sais, aux éléments plus critiques, Vanessa est toujours venue me poser des questions. Fait que, tu sais, on a dit pour telle affaire, est-ce que tu penses qu'on devrait faire ça? Puis là, ben, je proposais ma vision, puis on trouvait quelque chose qui faisait que tout allait être comme parfait. Toute la nuance qu'il faut dans pour moi, tu sais, dans mon travail littéraire, la nuance est super importante. Donc, j'ai vraiment trouvé ça le fun. J'ai vraiment hâte de voir le film. Là. J'ai vu des images, j'ai vu des images du costume du monstre, parce que c'est pas du CGI, c'est vraiment un costume de monstre. Oui. Moi, ça, j'ai capoté quand j'ai vu effets spéciaux mécaniques, 100%. C'est qui a fait les effets spéciaux? Est-ce que... Maurice Sabourin, c'est le propriétaire, des deux propriétaires avec Dominique, là, du manoir où on a tourné. Donc, le manoir n'est pas à Québec, là, c'est sûr, ça fait partie de l'adaptation, là, parce qu'il ne reste plus grand-chose du vrai beau manoir. On a trouvé un manoir en Ontario. Donc, on est allé tourner là-bas, mais Maurice, donc le propriétaire, c'est un homme à tout faire, il est phénoménal. Là. Il n'avait jamais fait ça non plus, là. Il n'a jamais travaillé pour le cinéma. Mais toute l'équipe, je te dirais, tu sais, c'était ça notre volonté. On s'est dit, à l'époque, tu sais, ils se débrouillaient pour faire les effets spéciaux. Bon, c'est ça. Puis en plus, on n'a pas 25 000 $ à mettre dans les effets, donc on se débrouille. C'est même rare qu'on a 25 000 $ à mettre dans un court-métrage. Donc... Mais tu avais quand même une directrice artistique vraiment géniale. Jo Mignot, écoute, mais tu sais, elle a créé le monstre.
tout, mais c'est ça que j'aimais de la proposition de Frédéric, puis pourquoi j'ai décidé de faire mon coming back, c'est que je me suis dit, dans cette histoire-là, on a une place incroyable pour la création. Puis c'est ça qui est le fun du cinéma de genre. Puis c'est ça, moi, c'est mon style préféré, je l'affectionne énormément. Il y a une créativité, c'est sans limite, là. Oui, il y a des effets spéciaux, mais regardez, on peut les faire de façon mécanique, on peut s'amuser, on peut construire des décors. Tu sais, c'est place à la création. Puis, dépendamment comment c'est filmé et tout, ça peut être tellement, tu sais, amener le film à un autre niveau. Donc, ça a été très stimulant à ce niveau-là. Donc, pour revenir à ma Oui, question, parce la que question. je l'ai amené vers autre chose, en fait, mais là, on t'est rendu où dans la post-production, la production du film? Je vais dire la production, disons. Post-production, c'est presque fini. C'est des retouches à la colo, mixage sonore. Aujourd'hui même, là où on enregistre, on fait les premières soumissions donc, à des festivals. Donc, voilà, c'est une grande étape. Et puis, on va organiser un visionnement d'équipe, évidemment, bientôt, là, pour célébrer tout ça. Mais c'est ça. Après, ben, ça va être l'attente des sélections. Donc, je sais qu'on me demande beaucoup quand est-ce qu'on va voir le film la première fois. Ça va dépendre, évidemment, des sélections. Et On en souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup. petite question, on est au Québec, mais est-ce qu'il est tourné en français ou en anglais, le film? En français. En français, c'est bon. Parce qu'il y a Oui. souvent des gens qui décident de tourner en anglais parce que ça s'exporte mieux, quoi que ce soit. Mais de plus en plus, les gens acceptent les sous-titres, des choses comme ça. Fait que ça recommence, recommence à plus tourner en français. Donc, ça, je voulais savoir. Je me posais la Oui, question. tout à fait. Donc, Oui, mais tu as tout à fait raison avec les sous-titres, c'est vraiment plus un problème, là. Tu sais, je pense que les festivaliers aussi, c'est oui. beaucoup, tu sais, on va pas se le cacher, les courts-métrages, c'est beaucoup la vie du film en festival. Puis je pense que les gens sont habitués, puis je pense qu'ils aiment ça être plongés dans la langue d'origine aussi d'un film. C'est beaucoup plus intéressant. Effectivement. Écoutez, merci. Je présume 2023 qu'on va pouvoir voir le film sur un grand écran dans un Yeah! festival près de chez nous. Donc, merci beaucoup d'avoir passé sur le show. Puis, je souhaite un très bon succès au court-métrage et j'ai très, très hâte de le voir. Merci, puis merci Frédéric, j'en profite, hein, te dire un grand merci. Continue d'écrire. J'attends la suite, moi. Ben, merci Vanessa pour ton travail incroyable. Puis pour l'écriture, ben, on va faire mon possible. Merci, Steve. Merci beaucoup. J'ai vraiment hâte de voir une bande-annonce. C'est comme quand est-ce que la bande-annonce va sortir et de voir le film dans les festivals. Peut-être qu'il va passer au Requiem, hein? Je mise sur Fantasia cet été, mais je vous assure, je vous assure pas mal qu'il va être au Requiem. J'aime ça, encourager les réalisateurs québécois. On a un bloc 100% québécois au Requiem. C'est toujours le fun. Donc, bonne chance, bonne continuité dans les choses, Vanessa et Frédéric. Et j'ai vraiment hâte de voir la bande-annonce et de voir votre film. Maintenant, la semaine dernière, regarde-moi ça. Stéphane et moi, on a regardé Terrifier 2. En fait, lui, il a regardé au complet, moi, juste la moitié, pour vous savez la raison des problèmes que j'ai eus avec la copie de visionnement. Cette semaine, on se lance dans un autre film, Jeepers Creepers 4, Jeepers Creepers Reborn. En fait, que j'ai donné le défi à Stéphane de regarder ce film-là et regardons la discussion. Hey, toi, regarde-moi ça. All right, mon Stéphane. Comment il va aujourd'hui? Yeah. Tu sais, non, mais je t'ai excusé d'avance. Je me suis excusé d'avance en disant, écoute, il va falloir que tu regardes le troisième. Fait qu'il est épouvantable. Je m'excuse, tu sais. Fait que là, c'est pour ça que tu es découragé, parce que tu as regardé le troisième, tu l'as trouvé épouvantable, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'aurais dû t'excuser pour le quatrième aussi, Steve. Ouais, mais ça, je ne pouvais pas savoir. Je ne l'avais pas vu, moi non plus. Ouais. Ben, moi, je l'ai vu, puis toi aussi, là, visiblement. Effectivement. Là, t'as pas perdu ton feed avec celui-là en plein milieu? Pas du tout, pas du tout. J'ai Ouais. aucunement perdu mon feed. T'es pas chanceux. T'es pas chanceux cette fois-là. Écoute, qu'en dire? Ah, hein? Je vais commencer par rapidement te parler de mon expérience avec la franchise Jeepers Creepers. Si tu permets, Ok. rien de bien long. Oh non, vas-y. Jeepers Creepers 1
Premièrement, ça a sorti il y a 22 ans. Fait que si tu as envie de te sentir vieux, me v'là. J'ai pas l'impression que ça fait si longtemps que ça, mais c'est une vie, ça, 22 ans. Je suis allé voir au cinéma la première semaine qui est sortie. Puis je me souviens, au retour chez nous en auto, j'étais encore sur le nerf parce que le film a une tension constante, vraiment qui monte en crescendo là, tout le long. Je trouve que le Creeper, il est excellent justement parce qu'il demeure mystérieux, puis on ne connaît rien sur son background. On voit des choses, puis on se met à la place de Justin Long puis Gina Harris, qui sont excellents en passant là-dedans. Puis ça se build du début à la fin, puis là, le film finit, puis tu es encore sur le bout de ton siège. Fait que ça, c'était une réussite pour moi. Puis c'est une tension constante avec un thème de poursuite, dans le fond, parce que le Creeper, dans son Be Eating You, suit l'auto des frères et sœurs Justin et Gina. En fait, le nom des personnages là, m'échappe. C'est une tension constante en poursuite. Le 2, supposément, ça se passe la même nuit. Ça a apparu 2 ans après, parce que le Creeper, il sort une fois aux 23 ans pour se nourrir, donc ça ne faisait pas de sens de faire une suite aussi vite s'il n'était pas le même soir. Puis là, c'est l'inverse. C'est de la tension constante, mais c'est statique. C'est dans un autobus, il y a une équipe de football, puis les cheerleaders sont pris dans le boss. C'est cool, parce que c'est littéralement l'inverse du concept du premier. J'ai beaucoup aimé le 2 aussi. J'ai préféré le 1, beaucoup aimé le 2 aussi. Ouais, le 3, exactement la même chose pour moi. Oui, bon, tant mieux. Le 3, c'est de la diarrhée constante. Ça, c'est constant. C'est tout le long, c'est liquide. Tu perds le contrôle, c'est terrible. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Là, tu parlais la semaine passée, Steve, de télé communautaire. Oui, c'est télé communautaire. Le Creeper, on dirait... Je ne sais pas si tu as déjà joué à World of Warcraft. Ça te dit quelque chose? Je connais World of Warcraft, mais non, je n'ai jamais joué. Bien, pour les gens qui nous regardent et nous écoutent, s'ils savent de quoi je parle, il faut que tu grindes à World of Warcraft. Il faut que tu te promènes dans des places plates. Il faut que tu fasses des levels pour monter ton bonhomme. Jeepers Creepers 3, on dirait que c'est ça. Il fait juste grinder. Il tue du monde sans importance. Son maquillage est weird. Il fait trop clair. On le voit très bien. Ça le rend plus mystérieux pendant tout. Et là, le film... Excuse-moi, la seule affaire du 3 que j'ai aimé, et là j'ai un blanc, mais... C'est-tu moi ou en fait le 3 se passe entre le 1 et le 2? Ben, c'est ce qu'il essaye de nous expliquer parce qu'encore là, le feeding time, il aurait fallu qu'il recule en 1978. C'est ça. Puis ça se passe clairement pas en 1978, à moins qu'il ait scrappé le timeline, mais non, je crois que il y a quelque chose avec l'autobus, à un moment donné, là, il en parle. Écoute, ça fait un bout, là, mais il y a comme il y a un lien qui est fait à un certain point. Puis j'ai fait comme, ça c'est cool, mais bon. Voilà. Donc, tu as quand même. Ben, parce que moi, mon cerveau, de la façon qu'il fonctionne, c'est quand il est traumatisé, il efface, il essaye d'effacer le souvenir de ce qui est arrivé. Puis là, le film que tu me dis de regarder cette semaine, c'est Jeepers Creepers Reborn, qui est le 4. Écoute, j'en ai vu des mauvais films dans ma vie, OK? Je te dis d'emblée, j'en ai vu beaucoup. Il y en a qui sont le fun d'être, ils sont mauvais, mais c'est plaisant. Et puis, je pourrais t'en nommer une liste de ça. C'est comme Troll 2 que tu connais, là. Écoute, c'est agréable parce que c'est tellement poche que ça en est drôle. Puis là, tu peux faire un genre d'événement. Tu peux inviter du monde qui ne le savent pas. Tu vas dire, hey, check ça. Puis toi, ton plaisir, c'est regarder ces gens-là, regarder le film. Je suis un peu cruel, là. Mais Jeepers Creepers 4, au moins, ça ne dure pas 2h30, hein, comme Terrifier 2. C'est une des bonnes choses du film. C'est une chance. Oui. Je pense que c'est le pire film que j'ai vu de ma vie. Oh my God! Tout style fort, là. Il y a absolument... Parce que souvent, je vais trouver une chose dans un film poche. Je me dis, ça, c'était cool. Tel personnage, tel kill, le setting, le lighting. Il n'y a rien, man. Tout est à chier. C'est filmé dans un studio sur un écran vert. Hier soir, je t'ai envoyé un screenshot, Steve, tu te souviendras. J'ai dit, j'ai rien à te dire à part ce screenshot, puis c'est qualité cégep en spectacle. Là. C'est terrible. Tu vois, l'affaire que je trouve intéressant un petit peu, c'est... moi, j'ai été à la convention Horror Hound, qui existe pour de vrai, cette convention-là. Puis j'étais comme, OK, je trouve ça sympathique qu'ils mettent ça dedans, mais c'est à peu près tout. Je ne savais même pas que c'était une vraie convention. Puis je trouvais le nom cool. Oui, non, c'est une vraie convention et c'est très gros. On y était sur la route. Tu n'as pas vu l'épisode qu'on va à Horror Hound
l'année dernière. Il y a 20-25 000 personnes qui vont là. C'est vraiment une convention vraiment cool. Ils ont même fait, une superbe review de Health of the Deadites aussi dans leur magazine. Mais bon, écoute, je te laisse continuer. Ah, mais ça va, tu sais, dans le fond, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce film-là. Le Creeper, c'est un masque de party expert, carrément. Son chapeau, il est fait en papier construction puis en sac à vidange. Je comprends pas vraiment ce qui se passe. Toutes les kills, ou presque, sauf un, je pense, qui est vraiment clair, c'est tout off-screen. Ouais. On dirait, tu sais, tu te souviens-tu à Histoire de Tronche, quand on s'est parlé, Steve, chez Anorak, je t'avais parlé de Vendredi 13-5, celui qui que Jason n'est pas Jason. Il est très bon, ce film-là. Oui, j'aime bien, moi aussi. Ouais. Mais les kills, à cause du MPAA, les kills sont off-screen. Là, il n'y a plus d'MPAA qui s'implique dans des films de marde de même. Fait qu'il n'y a pas de raison, à part manquer de budget ou de créativité. Mais là, tout est à chier. Le CGI, là, c'est qualité 96 à peu près. On dirait un jeu de Nintendo 64. Man, quand il siffle puis ça fait mal aux oreilles, what the fuck, là? C'est quoi ça, là? Puis il le fait 2 fois. Le Creeper siffle tellement fort que ses pauvres victimes s'écroulent par terre. Okay. Ben oui, pourquoi pas? Effectivement. Rendu là, pourquoi pas? Tout est... Puis... Tu vois, il y a une chose que tu as dit tantôt. Tu as dit que ce qui était vraiment bon dans le premier, c'est qu'il est mystérieux. Et là, ben, ils ont appelé ça Reborn. Et ils ont complètement comme tué, on le voit renaître ou quoi que ce soit. Puis c'est... Au début, t'es comme, c'est quoi ça? Ah mon Dieu, c'est le Creeper qui revient. Puis là, tu comprends que là, il faut qu'il mange pour se régénérer. C'est bizarre, tu sais, j'ai pas trop suivi la logique de la chose, là. Puis je peux pas te blâmer, Steve, parce qu'il n'y en a pas de logique, tu sais. Si tu avais réussi à suivre la logique de la chose, c'est que tu avais été affecté par des drogues, parce que pour vrai, il n'y a absolument rien à suivre là-dedans. J'ai aimé Dee Wallace, on va dire ça, au début du film. Dee Wallace qui joue la mère de Elliot dans E.T. C'est elle qui joue la dame dans la voiture avec son mari. Puis j'étais content de voir Dee Wallace. Elle a joué dans The Howling, elle a joué dans Critters également. Tellement de choses. Elle a au-dessus de 200 films à son actif. Pourquoi elle a accepté de faire ce film-là? Je peux pas te dire. Elle doit être sur les mêmes drogues que je parlais il y a une minute. Tu étais content de la voir. Tu as aimé de voir Dee Wallace, mais moi, je l'ai trouvée vraiment pas bonne. Puis habituellement, elle est très bonne, Dee Wallace. Je me suis dit la même chose. Ah oui. Elle est à bout de souffle dans l'auto, elle overact. Oui. Puis elle est à bout de souffle, mais elle est assise. Fait qu'elle fait de l'emphysème, l'histoire ne le dit pas. Ça marche pas en tout. Et là, moi, je m'étais pris une note. Tu comprends pas, mais tu comprends. En fait, tu vois, c'est le début du Creeper, là, genre avec son char pas rouillé, la plaque super nette, que je sais pas pourquoi qu'elle s'appelle de même anyway. Là, tu te dis, ah, ok, ben c'est-tu le Creeper quand il était humain, mais non. Puis là, il y a la fameuse maison, que là, tu te dis, ok, fait que cette maison-là, personne ne la voit pendant 23 ans, puis il y a tout le temps quelqu'un qui retourne à cette maison-là 23 ans après, what the fuck. Mais la pire chose, prendre un téléspectateur pour des astis de cave, là, et oui, je dis astis, le couple, ils disparaissent au début, et là, plus tard, il y a des découpeurs de journaux, qu'il y a une photo d'eux autres que ça dit qu'ils ont disparu. Et la photo, c'est un frame du film de eux autres qui se tiennent dans leurs bras, genre. Puis j'étais comme, ben voyons donc. C'est pas une photo d'eux autres chez eux là, qu'ils ont pris dans leur cuisine. C'est un frame du film que tu as vu au début du film. Ça, je trouve ça inacceptable. Ça, c'est prendre le téléspectateur pour des hosties de cave. Voilà, c'est tout ça. Ça, fallait que je le dise. Ah, ça t'as bien fait de le dire. C'est terrible. C'est outrant à regarder des affaires de même. Puis, tu sais, c'est comme une insulte aux fans d'horreur. Tu sais, je dis pas qu'on mérite un traitement spécial, mais on est très loyal. Tu sais, même ce film-là, je pense qu'il y a quelque chose comme 4 millions au box-office, man. Pour moi, c'est 3 999 999 de trop, man. Ouais. J'ai absolument rien de bon à dire. Ah, et à la fin, tu parles de Reborn. C'est plus un avortement qu'une renaissance, à mon avis, là, mais à la toute fin, on voit écoute, man, l'esti de corbeau albinos. Là, oui, c'est quoi ça?
Man, je l'aurais écœuré à l'école si je l'avais vu, ce corbeau-là, pour vrai. J'aurais été un bully. À la fin, on voit le corbeau, on voit un murder of crows, là, littéralement. On voit des centaines de corbeaux. Puis Ça ressemble à Birdemic en passant. Ouais, ben je sais pas si Birdemic doit être meilleur que ça. Là, écoute, t'as fait un hachement, t'es pas sûr? Conseille-moi pas ça la semaine prochaine, s'il vous plaît. Non. Birdemic, ça fait partie des So Bad It's Good films de marde. Tu devrais écouter le fan de marde de Martin. Martin, la semaine passée, il écoute Birdemic, puis c'est hilarant. Ah, c'est vrai? OK. Fait que lui, donc Birdemic, tu es en train de me dire que lui, il passe la ligne que c'est tellement poche que ça en est bon. Ah oui. Jeepers Creepers Reborn, il arrête, là, il avorte. Ouais, il avorte. Fait que vraiment, c'est ça que je voulais dire. Dans le fond, à la fin, on le voit, il est entouré de corbeaux. Puis là, il se tourne vers la caméra avec un shock reveal. Il est rendu couleur peau. Il ressemble à Freddy, mais fait au Party Expert lui aussi. Voyons, tout le long, man. J'ai fait pause pour faire cette face-là 3 fois. Non, mais j'étais tout seul. Là. Si quelqu'un rentrait ici, il aurait dit Stéphane n'a pas pris ses médicaments parce que j'avais des réactions physiques, là, tellement que c'était poche. Là. Mais on l'a regardé les deux au complet cette fois-là. Oui, oui, c'est sûr. Il est dans notre sweet spot, Steve. Il est à 88 minutes. Ça, c'est parfait. Numéro 1. Mais à part le temps, j'ai pas de point. Le runtime du film, c'est mon meilleur bout. Fait que combien d'œils tu lui donnerais sur 5? La semaine passée, j'ai brisé ton système de rating. Ouais, tu m'as fucké complètement, là. Mais ouais. Fait que là, sur 5, si jamais on revient à sur 5, j'y donnerais 0.5 œil sur 5. Et le 0.5, c'est à cause du running time. Non, même pas. C'est à cause que le film a réussi à être sorti, dans le fond. Ils ont réussi à le finir. Parce que, outre ça, c'est impossible d'accorder de quoi là, à ce film-là, qui est moindrement plus que 1. Fait que 0.5 max. Effectivement. Et toi, tu disais que les fans d'horreur, on est fidèles ou des choses comme ça. Je sais pas pour les collectionneurs, mais moi, j'ai tellement aimé le premier puis le deuxième que malheureusement, j'ai acheté le 3 à 5$ dans Binz Walmart. Et malheureusement, si le 4e sort en physique, ben, va falloir que je me le procure juste pour dire j'ai la collection des Jeepers Creepers. Mais ça, c'est pas pareil, tu sais. Puis rendu là, tu vas être un des 40 gars et /filles qui vont acheter ce film-là. Fait que ça changera rien dans le bottom line, je pense. Là. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Steve? Est-ce que c'est le pire film que tu as vu? Ah mon Dieu, si c'est le pire film que j'ai vu, je te dirais pas si c'est le pire film que j'ai vu, mais je vais t'avouer que ouais, ça vole pas haut. Pour un creeper qui devrait voler. Ah oui, il y a une scène qui vole à un moment donné. C'est complètement atroce. On pourrait en parler, malheureusement, pendant 1 heure, juste de bitcher là-dessus. Puis là, le temps nous manque. La semaine prochaine, Stéphane, moi, il y a un film que j'ai pas vu, qui est sorti au cinéma bientôt. Il n'y a pas longtemps, que c'est mitigé. Il y a des gens qui n'ont pas aimé, il y a des gens qui ont adoré. Moi, je parle de Smile. Puis tu m'as dit en plus que ton fils l'avait vu, puis il a dit que c'était le pire film qu'il avait vu. Au cinéma. Il m'a dit c'est le pire film que j'ai vu au cinéma, mais il n'a pas dit que c'était au même niveau que Jeepers Creepers Reborn. OK, fait qu'on se tape-tu Smile pour la semaine prochaine? Ben, certainement, Steve, avec plaisir, parce que le film m'intrigue, je suis sûr que toi aussi. All right. Fait que merci Stéphane pour cette incroyable critique de Jeepers Creepers 4. Puis on s'en reparle la semaine prochaine avec Smile. À bientôt, Steve. Merci beaucoup. Salut. Donc, à vos risques et périls, si vous écoutez Jeepers Creepers 4, Jeepers Creepers Reborn, regardez ça avec une coupe de chum, là, 2-3 bières. Faites-vous un watch party, ça va être vraiment le fun. Et surtout, en fait, vous devriez jouer à un jeu. Décidez chacun un personnage. Vous écoutez genre les 10 premières minutes, là. Là, vous dites, OK, moi, je prends ce personnage-là, puis il en choisit. C'est à savoir, c'est qui le premier des personnages qui va mourir. Comme ça, tu veux que ton personnage meure. C'est un jeu super le fun. Mais là, parlant de films mauvais, j'ai mon ami Donald Plante de Horreur Québec qui, lui et Raphaël, font une chronique qui s'appelle L'horreur de B à Z, qui regarde 3, 4, 5 mauvais films, So Bad It's Good, durant le mois, et ils mettent ça sur papier. Puis là, je l'ai invité à venir nous parler de ces mauvais films-là. Salut Donald, comment ça va? Ça va bien toi? Yes, sir, ça va bien. J'ai hâte de voir comment ça va aller après que tu m'aies parlé de ces films
de, de boîtes qui sont des So Bad It's Good que souvent Ouais. on adore regarder même s'ils ne sont pas vraiment bons. En fait, j'ai fait une petite introduction sur ta chronique, mais très, très, très petite. Je vais te demander, c'est quoi la chronique que vous faites sur Horreur Québec, le toi puis Raphaël, exactement? Là? Ben, c'est ça, Raphaël Boivin et moi, on fait une chronique qui s'appelle L'horreur de B à Z. Donc, on s'intéresse vraiment pas au cinéma de qualité, mais les nanars, les séries B, séries Z, So Bad It's Good. On donne visibilité à ce genre de films qu'on parle pas, mais qui sont intéressants et qui ont quand même un public. Fait que ça, à peu près une fois par mois, on lance une chronique là, de 4 critiques, de 4 courtes critiques, puis on fait on dit qu'est-ce qui est bon à voir puis qu'est-ce qui est à éviter, mais des fois, ce qui est à éviter, c'est ce qui est le meilleur des fois. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, je regardais comme votre dernière publication. En fait, vous parlez, en fait, il y a 5 films. Vous parlez de Croc, qui est un truc d'alligator. Vous parlez de Curse of Curse of the Cachren. Ensuite, il y a Amityville Thanksgiving, qui est. Les Amityville, ça finit plus. The Giantless Battle Attack. Puis le dernier, c'est Ed Gein the Musical. Qui me titille un petit peu. Fait que je présume que tu n'as pas fait la critique de tous ces films-là parce que tu fais ça avec Raphaël, mais tu peux-tu me parler des films justement que vous avez, que tu as vus et que tu as critiqué? Ouais, ben il y a Croc qui est sorti initialement sous le titre Crocodile Vengeance par Paul W. Franklin. C'est un film vraiment très simple. C'est un mariage qui est gâché par une attaque de crocodile. Les personnages ont vraiment pas de personnalité. Le père de la mariée qui est veuf, il couche à droite puis à gauche, puis il flirte avec les amis de sa fille. T'as celui qui va se marier, il couche avec une de ses amies la veille du mariage, mais il dit à personne qu'elle s'est fait tuer par un crocodile juste pour couvrir le fait qu'il couche avec quelqu'un d'autre. Puis là, ben, c'est ça, le lendemain, tout est gâché. Là. Puis, c'est ça, il n'y a rien pour qu'on puisse s'attacher au personnage. Là. Le crocodile, il est fait en CGI, il est quand même pas si mal fait. Là. Il y a eu pire, il y a eu meilleur. Mais c'est quand il attaque les personnages, là, c'est absolument épouvantable, là, comment c'est laid. Là. C'est vraiment du mauvais CGI, mais c'est quand même cool. T'sais, si on aime les films d'animaux cheap dans ce genre-là, puis qu'on a 80 minutes à perdre, ben, c'est quand même un bon divertissement. Là. tu me le vends, là, ça me tente au bout, mais tu as quand même donné comme 2,5 sur 5. Là, fait que c'est quand même, c'est écoutable, comme tu dis. Il y en a des plus divertissants, mais c'est correct. Cool. Puis après, c'est quoi les autres que tu as fait, en fait? Il y a Amityville Thanksgiving de Will Colazo Jr. Ça, ben, c'est pas mal mon moins bon à ce fois-là. C'est un couple en difficulté qui rencontre un conseiller conjugal durant l'action de grâce. Puis, j'ai le Blu-ray ici, là, dans le fond. Là, avec, OK, toi, tu l'as pas juste regardé sur Tubi. Là. Tu as été all-in, tu as acheté le film. Ça vient des CRS, je présume? C'est ça. Moi, j'étais un gros fan de CRS, puis j'achète beaucoup de leurs films. Puis, c'est ça, là, on voit la dingue qui surplombe la maison, mais ça n'a pas rapport pantoute avec le film, là. C'est ça. Les autres, le couple, ils vont voir un thérapeute qui, justement, le docteur-là habite apparemment à Amityville, mais on ne voit jamais la maison. Okay. Lui, il filme ses patients, des fois à leur insu. Puis, c'est ça. À un moment donné, il y a une scène de possession qui est assez comique, mais il y a à peu près 10 minutes d'horreur dans ce film-là. Fait que c'est assez décevant. Puis, le film finit sur un bulletin de nouvelles vraiment cheap, là, avec des témoignages qui n'en finissent plus. Là, puis, il n'y a pas vraiment de conclusion à ce récit-là. Puis, la dinde est où là-dedans? Ben, en fait, le couple trouve un costume de dinde. Puis, il voit dans les enregistrements du docteur qu'il y avait un couple qui déguisait en dinde, qui avait un fétichiste, puis qui baisait, qui était filmé à leur insu. Là. Fait, c'est juste ça. Là, c'est juste un attrape-titre, en fait. Là, parce que c'est comme Amityville, fait que ça n'a aucun sens. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, il y en a beaucoup des films comme ça qui ont un petit accrocheur, une pochette pour attirer l'attention, mais que finalement, c'est correct. C'est assez moyen. Puis, est-ce que c'est le cas de Ed Gein de Musical? Parce que moi, je vais t'avouer, je suis
C'est weird de dire je suis un fan d'Ed Gein parce qu'on s'entend que tu aussi tu as le Blu-ray, on s'entend que dire fan d'un tueur en série. Mais moi, dans mon jeune temps, j'ai lu beaucoup sur Ed Gein. Et en lisant sur Ed Gein, tu te rends compte que tu as presque pitié du gars. C'est comme avec tout ce qui est arrivé, c'est comme il est pas bien dans sa tête. C'est pas un sadique fucké, et c'est juste quelqu'un de vraiment weird. Donc j'avais plein de livres, j'ai beaucoup de films aussi. Puis Ed Gein the Musical, j'avais jamais entendu parler de ça jusqu'à temps que je voie ton article sur Québec. C'est un film qui date de 2010, en fait. Ah oui, oh mon Dieu. C'est ça, il vient d'être redéterré là, par SRS. Là. C'est ça, c'est réalisé par Steve Russell. Puis ça raconte un peu l'histoire d'Ed Gein, mais avec légèreté et humour. Certains pourraient penser que c'était un peu de mauvais goût, mais en fait, moi, je trouvais que c'était un peu plus intéressant que ça. Ça commence avec l'arrestation d'Ed Gein. Puis après ça, on le voit avec des interrogatoires, puis on voit ses souvenirs. Puis c'est pas un film que tu vois beaucoup de gore ou d'action. Ça peut être un peu décevant pour ça, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit plus le côté psychologique du personnage. On voit ses traumatismes, ses peines, quand il a perdu sa mère. Il y a des fois, on rit, des fois, on est attristé un peu par le personnage, puis on voit que c'est quelqu'un qui était complexe puis sensible aussi. Je ne sais pas à quel point qu'est-ce qui est vrai là-dedans par rapport à la vraie histoire, mais... Moi, mais là, c'est un musical. Là. Fait que tout est chanté dans le temps ou c'est juste certaines scènes? Certaines scènes, oui. Certaines scènes sont chantées. Fait que là, les 3 films que tu nous as dit, c'est lui qui t'a mis la meilleure cote avec un 3/5, qui est quand même respectable. C'est 3/5, 6/10, une note de passage à l'école. C'est un film cheap, mais qui est quand même intéressant, là, je trouve. Là, il était touchant. Puis, les musiques, il y en avait quelques-unes qui étaient entraînantes, puis un peu farfelues, drôles, puis ça détend l'atmosphère, si on veut. Là. Bon, c'est très cool. Écoute, merci Dan. Continue. Si vous voulez revenir à tous les mois pour parler de ça, Martin, en plus, est un fan fini des cheap horror films. Fait que il adore ça. Puis en fait, on peut te lire sur Horreur Québec sporadiquement. Je présume que tu fais des critiques de films une fois de temps en temps. C'est ça. À chaque fois, je fais une chronique. Je pense déjà au titre suivant. Là, puis on surveille ça. Là. Bon, ben c'est bien parfait. Je te remercie, Dan. Puis on se revoit le mois prochain. Alors, c'est ce qui conclut la 2e épisode du Chevalier du Démon du Midi. Merci beaucoup, les démons, d'avoir resté avec moi jusqu'à la fin. Petit rappel, Patreon. Allez nous encourager chez Patreon. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, aimez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Instagram aussi. Écoutez-nous sur Spotify, Apple Podcasts et Balado Québec. On est partout. On est partout. Vous pouvez pas nous trouver. On est partout. Partout, comme dirait Ron Fournier, partout. Je ne chanterai pas une chanson, par exemple. La semaine prochaine, au Chevalier du Démon du Midi, je rencontre Jason Brennan, qui est le réalisateur d'un film d'horreur qui s'appelle L'Inhumain, qui va passer au Blood in the Snow Film Festival en novembre. Je ne connaissais pas ce film du tout. Je suis tombé par hasard sur cela à cause de la programmation du BITS. Puis j'ai fait, my God, un long métrage d'horreur qu'on n'a jamais entendu parler. J'en reviens pas. Fait que j'ai invité Brandon à venir nous voir, à venir me voir en fait pour parler de son film. Ça va être super le fun. Et durant les médias horrifiques la semaine prochaine, lundi, Pirates de la route. Mardi, Fan de marde. Mercredi, tard la nuit, un nouveau show de Ulysse. Ulysse, que Martin et moi, on a rencontré au Sacrifilm, un étudiant vraiment, vraiment comme engagé qui voulait faire des podcasts. Donc, il a dit, ben, viens, joins-toi à nous, viens avec nous. Donc, Ulysse va être là avec son premier show tard la nuit. Jeudi, Isabelle et Danny avec Au-delà de l'écran. Donc, à la semaine prochaine, les démons. Hey, wow. De quoi la semaine prochaine, les démons? Allô, Steve? Allô, Steve, y a-t-il quelque chose là-dedans? Hein? Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié la fameuse extrait de Sur la route de l'horreur. Oui. Cette semaine, on parle du Sacrifilm, je parle de ça depuis 2 semaines. L'année dernière, quand on était au Sacrifilm, en chemin, on a arrêté voir un lieu de tournage du film de Alain Vizina, Le Scaphandrier, un phare qui était de toute beauté. Donc, voici l'extrait qu'on vous montre cette semaine. Un petit peu perdu, je ne sais pas exactement où est-ce qu'on est. Je vois pas le phare d'une part ici. OK. Sud-ouest. Ah! Le phare!
L'accès à la plage ici. Le curé est environ ici. Et là, il trouve par terre le petit bracelet qu'il ramasse. S'il est là, je le prendrai pas parce que je ne veux pas mourir. Mais je pense pas que le ramassage languille électrique était ici. Et là, ensuite, t'es dans le fort où est-ce que t'as le gars et la fille qui essaient de copuler. Et out of nowhere, le scaphandrier arrive en arrière d'elle et il met l'anguille dans le cou. Le gars crie. Ah! Le scaphandrier a quand même été beaucoup critiqué au Québec. En fait, Alain nous disait que si on peut trouver une bonne critique au Québec, de lui envoyer. Côté international, ça a super bien été. Il a passé dans plusieurs festivals, il a gagné des prix. C'est quand même le fun d'être ici sur un lieu de tournage. Je sais pas si j'aurais plus de chance de voir des baleines d'en haut. Des baleines, Danny! Des baleines!